Fabien Boyer, bonjour. Bonjour. Et merci de m'accueillir dans ton nouveau lieu, qui date de quand? Celui-là, depuis 2 ans. Donc, praticien shiatsu. Alors, Voilà, exactement. avant de te demander pourquoi tu fais du shiatsu, ça doit amener beaucoup de choses. Ouais. D'abord, évidemment, qu'est-ce que le shiatsu? Le shiatsu, tout simplement, c'est une pratique énergétique japonaise. Shiatsu en japonais, ça veut dire pression des doigts. Donc, on va exercer des pressions sur l'ensemble du corps de la personne. Donc, pour libérer aussi bien les tensions physiques que psychiques. Et le shiatsu reprend tous les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Alors, pourquoi tu t'es intéressé à la médecine chinoise? Comment c'est venu? Raconte-moi. Ouh, c'est un long parcours. Donc déjà, je me suis intéressé à la psychologie au départ. Et après, je me suis beaucoup aussi intéressé à la méditation. Parce que c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup. J'avais besoin de comprendre aussi certaines choses. Tu pratiquais, bien sûr, toi? Oui, je pratiquais. J'allais même dans un centre bouddhiste et c'est là que j'ai appris la méditation. Et d'ailleurs, c'est dans ce centre bouddhiste où j'ai rencontré une personne qui pratiquait le shiatsu. Et ça m'a vraiment interpellé et je me suis dit pourquoi pas pratiquer ces techniques. Et en fait, j'ai rencontré une personne qui s'appelle Ludovic Charton qui pratique le shiatsu et qui a un centre de formation qui s'appelle le CRESEC. C'est le centre de recherche en shiatsu et en énergétique chinoise. Et du coup, ça a tout de suite collé avec lui et je me suis dit, je vais essayer de faire au moins la première année et puis voir ce que ça donne. Et du coup, en fait, j'ai fait le premier module et tout de suite, je me suis dit, c'est ça que je veux faire, quoi. La pratique shiatsu, ça regroupe pas mal de choses différentes et ça peut résoudre, en tout cas améliorer pas mal de choses. Ouais, alors il y a plein de choses différentes. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, le shiatsu, comme j'expliquais, c'est japonais, mais ça reprend tous les principes de la médecine traditionnelle chinoise. Parce qu'au départ, ils avaient un massage hama qui pratiquait sur chaise. C'était plutôt un massage bien-être. Ils ont voulu en faire quelque chose de plus thérapeutique. Donc, ils sont allés se former en médecine traditionnelle chinoise. C'est ce qui a donné, en fait, le shiatsu. L'avantage de la médecine traditionnelle chinoise, c'est qu'on peut vraiment, travailler il y a un côté plus thérapeutique, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des points d'acupuncture qui sont en relation avec des organes des viscères, des systèmes du corps. Ces organes et ces viscères, en médecine chinoise, on ne voit pas que l'organe et la viscère comme quelque chose de physique, mais aussi quelque chose de psychique. Donc par rapport à la personne, on va essayer de comprendre ce qui se passe chez la personne pour pouvoir travailler sur les points qui correspondent à ce que la personne vient chercher. Est-ce qu'il y a eu un déclic? Alors c'est très intéressant. Alors le déclic, il s'est fait en fait finalement pendant ma formation. Au départ, je m'intéressais à la psychologie. Et la psychologie, c'est beaucoup la compréhension de soi, mais pour moi, ça restait encore trop intellectuel en fait. Donc du coup, quand j'ai commencé à pratiquer le shiatsu et que j'ai fait ma première formation, quand la personne a commencé à travailler sur le corps, en fait, je me suis rendu compte déjà que j'avais plein de tensions que je faisais même pas attention et que je vis au quotidien. Et du coup, j'ai commencé à apprendre aussi à écouter mon corps en fait beaucoup plus. Et du coup, c'était la première fois que je ressentais une détente aussi importante au niveau du corps, justement. Donc, tu as commencé à être capable d'écouter ton corps pendant cette formation et ça t'a permis d'être capable d'écouter le corps des autres. J'ai une bêtise? Non, exactement. Est-ce que c'est pas ça un praticien? Exactement. En fait. Quand on commence à découvrir en fait son corps et comprendre comment on fonctionne finalement, oui, c'est beaucoup plus facile de comprendre aussi l'autre. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que quand, par exemple, une personne vient en séance, je me base aussi sur mes propres vécus. Il y a des personnes, ça fait vraiment résonance avec des choses que moi j'ai déjà vécues. Donc forcément, quand on a vécu certaines choses, c'est plus facile d'accompagner la personne parce qu'on est plus dans la compréhension et on comprend ce que la personne vit. Tu peux lui donner un exemple et après je te demanderai un exemple de justement l'inverse, quelqu'un qui a quelque chose que toi, tu n'as pas vécu, comment tu vas le traiter. Mais d'abord, je voudrais savoir, tu peux donner un exemple ou un ou deux exemples de choses que tu trouvais vraiment pertinents. La personne, elle vient pour un problème relationnel avec une personne. Et du coup, elle vit exactement ce que moi, j'ai pu vivre avec une personne ou une personne qui m'a mis en colère, par exemple. Et c'est exactement ça qu'elle est en train de vivre avec cette personne. Donc là, du coup, j'essaye de comprendre et du coup, moi, ça me fait tilt aussi parce que du coup, ça
ça résonne vraiment avec ce que j'ai déjà vécu, avec cette relation, avec une personne qui me met vraiment en colère. Et je ne sais pas comment gérer la situation. Et du coup, je peux plus facilement, dans ces cas-là, l'accompagner et l'amener à comprendre aussi pourquoi ça génère de la colère chez elle et comment ce mécanisme de colère peut se mettre en place et comment on peut essayer aussi d'aider à peut-être voir les choses avec plus de recul, plus de distance, et que la personne, c'est peut-être pas forcément après elle qu'elle en veut, mais c'est aussi parce que c'est son vécu à elle, son passé, voilà, ça fait résonance aussi avec ce que l'autre vit, mais c'est pas forcément, elle en veut pas forcément à la personne en elle-même propre, quoi. Dans un deuxième temps, tu as fait une séance de shiatsu avec des pressions ou c'est resté sur un plan psychologique seulement de dialogue? C'est super intéressant parce que j'ai pu l'accompagner au niveau plutôt de la parole, et ce qui a amené déjà la personne à avoir une certaine confiance, une détente, un relâchement, et du coup le travail en fait a déjà commencé rien qu'en entretien verbal. Et à ce moment-là, voilà. Tu as su quoi faire avec elle en manipulation? Exactement. Du coup, ça m'a permis aussi de comprendre aussi, parce que chaque point d'acupuncture va être en résonance avec le vécu de la personne. Donc je savais à peu près quel point aller travailler. Et du coup, la personne, déjà, comme elle avait déjà ce premier travail d'écoute, elle a pu se détendre. Et du coup, forcément, les informations au niveau des points d'acupuncture ont pu être beaucoup plus faciles à amener. Même si il y a cette écoute et puis que je commence à comprendre ce qui se passe, je vais quand même toujours interroger le corps. Parce que le corps, c'est lui qui sait. C'est-à-dire que, comme en médecine chinoise, on ne dissocie pas le corps et l'esprit, ça veut dire que ce qu'on ressent dans le corps, c'est aussi peut-être ce que le mental est en train d'exprimer, en fait. Et le seul moyen qu'il puisse de l'exprimer, c'est à travers le corps, en fait. Et le corps peut raconter autre chose, peut-être, que la personne n'a pas conscience d'avoir. Alors ça, oui. Ça arrive. Alors par contre, le corps ne va jamais mentir par rapport à ce que l'inconscient va dire, mais par contre, la personne ne peut ne pas comprendre ce qui se passe chez elle, en fait. Et alors pour cette personne-là, concrètement, tu as pu faire quoi? Tu es parti sur quoi? Alors je suis parti justement sur des points qui sont en relation avec le foie et la vésicule, parce que le foie, c'est porteur de la colère. Oui, il y a un rapport avec la colère sur le foie. Alors pourquoi la colère? Parce que le foie aussi est porteur de l'identité de soi. Et souvent, c'est l'image de soi qui est remise en cause. Donc du coup, forcément, quand on a l'image de soi qui est remise en cause, on va se mettre en colère, parce que ça nous touche personnellement. Donc, alors là, on touche à quelque chose d'intéressant. Ouais. La colère, alors est-ce que c'est tout le temps comme ça? Mais la colère, c'est quelque chose qu'on ressent soi-même à cause d'une action d'autres personnes. Oui. Alors, ce qui est intéressant, c'est de comprendre. En psychologie, on appelle ça le transfert, mais souvent, quand il y a quelque chose qui nous met en colère, ça vient parler aussi de nous-mêmes, en fait. C'est parce que ça vient toucher quelque chose qui nous touche et qui nous met dans un état de colère, de tristesse, de peur. Mais ça nous parle toujours de nous. Et c'est pour ça que c'est intéressant des fois de comprendre aussi comment nous, on fonctionne. Parce que des fois, on est en colère contre nous-mêmes aussi. Oui, ça. Alors, est-ce que le foie est aussi impacté? Et c'est pour ça que l'image, c'est pour ça que le foie est en relation avec l'image de soi et que c'est relié à la colère. Parce que si on a une mauvaise image de soi, on va pas être content. On va se dire, mais j'ai pas fait les choses correctement, ou j'aurais dû faire comme ci, comme ça. On met la barre haute parfois. Ouais. Ah oui, c'est ça. En fait, Je vais m'allonger. Ouais. Mais parfois, on est beaucoup plus exigeant par rapport à nous-mêmes que des fois par rapport aux autres. Des fois, on accepte beaucoup plus de choses par rapport aux autres que par rapport à nous-mêmes. Et en fait, c'est souvent... Et c'est pour ça qu'un travail sur soi, c'est aussi intéressant. Alors que ce soit verbal, que ce soit à travers le shiatsu, mais d'avoir une meilleure compréhension de soi, ça permet aussi d'avoir... la colère, toutes les émotions, elles vont toujours être là, mais on aura peut-être plus de recul, en fait. Parce qu'on sait que les émotions, elles sont juste là et qu'à un moment donné, ça va passer, en fait. Déjà, quand on comprend que ça vient des autres, ça permet de prendre un peu de recul. Ouais, exactement. Ce qui est intéressant, c'est que
En fait, par rapport aux émotions, ça sert à rien d'aller contre l'émotion, en fait, parce que ça va la renforcer. Parce que souvent, alors entre guillemets, dans le développement personnel, ou quand on dit méditer, c'est comme si on essayait de faire quelque chose. Comme si on allait se mettre en méditation et qu'il fallait essayer de faire quelque chose, essayer de gérer mieux ses émotions, de faire partir l'émotion. Et en fait, ça sert à rien parce qu'on va juste lutter en fait contre l'émotion. Alors que la méditation, c'est presque ne rien faire en fait. Il y a un auteur qui est super intéressant, c'est Fabrice Midal. Lui, il a écrit un livre qui s'appelle Foutez-vous la paix. Et ça, c'est super intéressant parce qu'en fait, ça montre qu'à un moment donné, bah oui, faut juste se foutre la paix. Et se foutre la paix, c'est juste avoir un peu plus de recul par rapport à nos émotions. Et les émotions, elles sont là. Et même si on se met en colère et que des fois, on n'est pas forcément toujours content de soi-même, et ben c'est pas grave. En fait, on est tous pareils et chacun vit avec ses émotions et on peut pas être parfait en fait. Alors cette personne, tu lui as fait quoi? On va revenir à la personne dont on parlait, ton exemple. Elle s'est dérangée, ça s'est passé comment? Alors il y a deux choses. Du coup, souvent, quand on est comme ça dans une période de stress ou qu'on est en colère, on va beaucoup se mettre en protection. Donc souvent, on va avoir le plexus un peu fermé, etc. Donc souvent, ça va beaucoup fermer la cage thoracique, etc. Donc je suis allé travailler des points qui vont déjà ouvrir en fait, pour que la personne, des fois quand on dit je manque d'air, c'est ça. Et puis la carapace, on est toujours dans la maîtrise. C'est ça. Actuellement, la société dans laquelle on évolue fait que on doit montrer une image de soi, on doit montrer une maîtrise sur le plan professionnel, quel que soit notre métier. La maîtrise de quelque chose, ça passe par la maîtrise de ses émotions. On a envie de dompter toujours ça. Oui. On est des humains, on a toujours envie de dompter les animaux, la nature, nous-mêmes. Ouais. Mais en fait, souvent ce qu'on dit, c'est qu'on est souvent plutôt dans le faire que dans l'être. Et ça, c'est intéressant parce que, alors voilà, c'est peut-être une phrase toute faite, mais elle a beaucoup de sens, justement dans le sens où c'est bien de vivre l'aspect matériel, de gagner de l'argent, d'avoir un confort matériel tout simplement. Mais si on ne prend pas en compte aussi tout notre monde intérieur, en fait on va passer à côté de quelque chose, de nous-mêmes en fait. Et comme nous, on est aussi des êtres qui font partie de notre environnement, peut-être qu'on va se couper d'une partie de notre environnement et de soi-même. Donc c'est important aussi de comprendre comment on peut fonctionner et d'avoir une meilleure gestion de ses émotions, parce que en fait, ça fait partie de nous-mêmes. En fait, on est des êtres de matière, mais aussi on est des êtres psychiques aussi. Et on a tout un monde intérieur. Justement, c'est ce que je vais te poser comme question. Est-ce que la pratique du shiatsu, toi déjà, t'as reconnecté avec ce que je veux dire la nature? Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Et tu vois, on parlait au départ de mon parcours, mais j'ai aussi cette conscience-là de l'environnement. Ça a été ma première prise de conscience en fait, c'est-à-dire que je voyais justement que au niveau écologique, dans le monde, ça devenait une catastrophe, et que justement on traitait les animaux, l'environnement comme quelque chose de matériel, pas comme quelque chose de vivant en fait. Quand on produits. Oui, mais c'est exactement ça. C'est pas beau à voir comme ça, mais ça amène à une prise de conscience. Et quand on va voir comme on traite les animaux dans les abattoirs ou dans les grosses industries, c'est ouais, voilà, c'est ça. Sensible à ça particulièrement. Et en fait, on voit plus les animaux comme des êtres aussi. Et c'est pareil, les animaux, ils ont aussi des émotions, etc. Et en fait, on voit ça plutôt comme des objets. Et finalement, une valeur marchande. Mais ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, finalement, est-ce que c'est pas aussi une façon de se détourner de soi-même en fait? Parce que du coup, on
on fait partie aussi de cet environnement. Et si on traite l'environnement de cette manière-là, est-ce que nous, on se traite bien aussi d'un autre côté, quoi? On se détourne de l'essentiel Ouais. en donnant des valeurs marchandes Bah aux oui, c'est ça, animaux et exactement. aux arbres, à ce qu'on veut. Voilà. Ouais, ouais. Bah, on revient toujours sur le faire et pas l'être. C'est que du coup, ben, on voit les animaux et l'environnement comme quelque chose, oui, une valeur marchande et pas comme quelque chose de vivant, en fait, tout simplement. Et le shiatsu, la pratique, déjà toi-même et puis la faire, ça t'a plus reconnecté à ces réflexions-là? Ouais. Ah oui, oui, carrément. Ben, ouais, il y a une prise de conscience et quelque chose de... J'avais une empathie envers me dire mais comment c'est possible en fait qu'on soit arrivé aussi loin d'amener enfin justement à traiter les animaux de cette manière-là, quoi. Je me suis dit c'est pas possible, quoi. On est vraiment en fait on marche à l'envers, quoi. Parce que le résultat de tout ça, tu les as sous les doigts quand tu fais une pratique shiatsu. Ouais. Au niveau des pressions, tu nous racontes un peu comment ça se passe justement sur une séance, on va revenir au shiatsu Ouais. en tant que pratique. Bah, c'est ça qui est intéressant. Moi, ce qui me passionne justement, c'est d'amener la personne à avoir une certaine compréhension, mais pas une compréhension justement intellectuelle, une compréhension profonde de ce qui se passe. Ouais, exactement. De ce qui se passe vraiment en elle. Et quand je vois bah voilà, les personnes, quand on a fait une séance et qu'après ils reviennent et ils disent ben, il y a des choses qui se sont modifiées dans ma vie, j'avais des relations toxiques, j'ai pu changer d'environnement, j'ai pu changer de travail parce que c'est pareil, c'était peut-être toxique, etc. En fait, des gens, ils ont eu une prise de conscience et ils se sont dit en fait, ben non, c'est pas la vie dont j'ai envie, en fait. Et du coup, ils ont pris la décision d'agir. Peut-être qu'ils commençaient à avoir une prise de conscience, mais ils n'avaient pas l'énergie pour agir, en fait, tout simplement. Et ça aide à libérer des choses. T'as des exemples aussi, un exemple d'une personne qui se serait libérée, qui aurait eu une prise de conscience suite à une séance de shiatsu? Non, j'en ai plein. Vas-y, raconte. Ouais, c'est super intéressant parce que c'est ça. Et ben, par rapport au travail, moi j'ai une personne qui ne sait pas dire non, justement, et puis qui se fait... Gros sujet. Ouais, voilà. On est tous un peu plus ou moins comme ça, mais... Et du coup, cette personne-là, justement, dans son travail, elle se faisait bouffer, en fait. Parce que, c'est-à-dire qu'elle acceptait toujours plus. Donc, en fait, son patron, bah, il lui donnait toujours plus. C'est sûr. Hein. Et donc, en fait, au bout d'un moment, elle avait une surcharge de travail. Et forcément, bah, qui dit surcharge de travail, une surcharge mentale. Après, du stress en permanence. Et puis après, ben, voilà, c'est un cercle vicieux. T'avais quoi sous les doigts à ce moment-là, toi? Et ben, ça se traduit justement par rapport... beaucoup ce qu'on appelle le plexus solaire, c'est juste au-dessus du nombril. C'est tout ce qui gère justement le côté matériel, en fait. C'est la rate et l'estomac, c'est vraiment l'aspect physique et matériel. Donc forcément, cette personne-là, quand elle avait une surcharge au niveau physique, bah forcément, ça se traduisait au niveau de son estomac, en fait. Et juste derrière, on a le dos. Donc tu dois avoir des gens qui ont des maux de dos. Alors parce ça, que c'est oui. juste derrière. Il y a un lien? Ça, bah oui, mais complètement. Ouais. Souvent, effectivement, quand les personnes ont des problèmes de dos, ça se passe souvent au niveau des intestins. Quand il y a les intestins bloqués, eh ben ça va aussi agir sur le dos. Donc souvent, justement, moi, je travaille beaucoup au niveau du dos parce qu'il y a des points super intéressants qui vont faire un rééquilibrage général. Mais souvent, maintenant, de plus en plus d'ailleurs, je vais travailler beaucoup sur le ventre. Parce que on dit que l'intestin c'est le deuxième cerveau et on le voit que quand la personne est stressée, c'est au niveau des intestins et il se passe plein de choses. Et donc quand on va travailler au niveau du ventre, et il y a plein de libérations qui se font, quoi. La personne se détend, se sent beaucoup plus ouverte. Donc ouais, c'est super intéressant. Ouais. Est-ce que ça t'est arrivé d'avoir quelqu'un qui a fait que des séances de psychothérapie, mais qui n'ont pas eu d'accompagnement sur le plan physique, shiatsu par exemple? Est-ce que toi, ça t'est arrivé de débloquer des choses sur des gens qui ont vraiment eu des séances longues? Bah, des fois, il y a des personnes qui ont fait des fois 10 ans de thérapie et
Alors je dis pas qu'ils ont pas avancé, mais ils sentent qu'il y a quelque chose qui bloque et ils n'arrivent pas justement à avancer, à aller plus loin. Et oui, il y a eu des fois quand on a travaillé en shiatsu, qu'on a travaillé sur le corps, des fois on appuie sur des points et la personne elle va lâcher des émotions qui, voilà, elle se met à pleurer, parce que en fait c'est, comment dire, si on revient toujours sur l'aspect corps-esprit, forcément il y a des points qui sont en relation avec le psychisme. Donc si on va appuyer directement sur le point qui correspond avec ce que la personne elle est en train de vivre ou ce qu'elle n'arrive pas à exprimer, et ben ça va se libérer en fait. Une fois, il y avait une personne, on était en train de discuter et d'un seul coup, la personne elle se met à pleurer et elle dit « je sais même pas pourquoi je me mets à pleurer ». Oui. Elle comprenait pas. Et toi, tu savais pourquoi? Oui, bah oui. Tu m'as dit. Et souvent, en fait, les personnes, c'est ça qui est drôle, c'est que limite, elles s'excusent en fait de pleurer. Mais je leur dis, mais si vous exprimez pas vos émotions là, où vous allez pouvoir les exprimer? En fait, là, c'est le moment justement de pouvoir lâcher et vous êtes justement en confiance et là, vous pouvez le faire. On en revient à la maîtrise absolue des émotions et est-ce qu'elles découlent? Pleurer ou partir en courant, je ne sais pas. Dans nos sociétés, en plus, on voit bien rien que par rapport à l'éducation. Alors que ce soit par rapport aux filles ou par rapport aux garçons, c'est souvent des problématiques différentes, mais souvent le garçon, il faut pas qu'il pleure, qu'il soit fort, c'est l'homme fort, etc. Et souvent, on garde ça en soi. En fait, c'est des croyances qu'on a gardées en soi par rapport à notre éducation. Et du coup, dès qu'il y a une émotion qui surgit, qu'est-ce qu'on va faire? On va se protéger. On va dire non, je suis fort. Donc, il ne faut pas que j'exprime cette émotion. Parce que si je me mets à pleurer, ça veut dire que je suis quelqu'un de faible. Même tout seul. Alors oui, non, il y a des gens qui ne vont jamais pleurer. Parce que pas pleurer devant des gens, ça peut se concevoir. Mais de s'interdire de pleurer alors qu'on en a envie, que ça veut sortir, là, c'est qu'on est vraiment dans une croyance intégrée. C'est ça. Bah oui, parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont Oui, c'est une forme de faiblesse pour eux, en fait. C'est une croyance qu'ils ont intégrée en pensant qu'ils vont être faibles en pleurant. Alors que justement, pleurer, c'est une façon d'exprimer ses émotions et c'est la plus efficace, hein, non? Ouais. c'est une façon de se libérer, en fait, de ses émotions. Et du coup, au contraire, justement, quand on va se libérer de ses émotions, c'est là qu'on a une force intérieure. Parce que du coup, parce que souvent, les émotions qu'on garde en soi, qu'est-ce que ça va faire? Ça va créer des crispations, ça va créer de la fatigue et plein de maux du corps. Donc, du coup, dans la vie de tous les jours, quand on va être avec une personne ou qu'on va être au travail, etc., si on n'est pas bien dans son corps, on va peut-être, au niveau relationnel, on va être moins bien. Alors que si on exprime nos émotions, du coup, on va être aussi plus apte à passer à autre chose aussi. C'est-à-dire que l'émotion, elle va être là, on ne va pas la garder pendant des jours, voire des semaines, voire des années. Ça va permettre vraiment de libérer quelque chose au niveau du corps et d'avoir plus de place pour pouvoir agir dans la vie et pouvoir vivre notre quotidien, en fait. On est dans l'adaptation à ce moment-là, mais toi, tu dois le voir vraiment plus que d'autres personnes, à quel point chacun de nous, on est capable d'encaisser, on est capable de porter des choses toxiques, lourdes. Ouais. Toi, tu dois le sentir, même avec les doigts, en fait, on en revient à... Il y a des personnes, ça fait 30, 40 ans qui portent des choses hyper lourdes. Et ça se voit bien sûr... Conscient ou inconscient, d'ailleurs. Oui, complètement. Des fois, justement, les personnes, quand on est en entretien, elles n'ont pas conscience de ce qui est en train de se passer. Des fois, elles vont me parler de quelque chose, alors que le corps, il dit autre chose. Oui. Et justement, c'est ça qui est intéressant, effectivement, c'est que quand on arrive sur le travail, sur le corps, moi, je sens qu'il y a des tensions qui sont profondes. Justement, on parlait de carapace, c'est des couches et des couches de carapace qu'ils ont mis depuis des années. Et ça, c'est un travail, des fois, certaines personnes ne comprennent pas parce qu'elles sont passées des fois par la médecine classique et elles n'ont pas... la médecine classique, c'est très bien, mais elles peuvent des fois pas forcément tout régler parce qu'elles sont très bien justement sur l'aspect physique, mais des fois sur l'aspect psychique, des fois, elles n'ont pas toujours toutes les clés par rapport à ça. Et donc, des fois, les personnes, quand ça fait des années qu'elles sont passées par la médecine classique et qu'elles ont toujours mal aux genoux, qu'elles ont toujours tel ou tel mot,
Eh ben, nous, elles viennent en séance de shiatsu comme si on allait être le sauveur. Et en fait, comme si on allait régler tout en une séance. Et ça, non, c'est pas possible en fait. C'est-à-dire que si ça fait des années que la personne, elle vit des choses émotionnelles, physiques, il va falloir l'accompagner, mais sur un certain temps. Tu dirais que la médecine occidentale classique traite plus les symptômes que la médecine chinoise? Oui, voilà, c'est ça. Ouais. La médecine chinoise, on essaye vraiment de s'intéresser à la cause profonde. C'est-à-dire que on revient justement sur cet aspect corps-esprit, c'est-à-dire qu'on ne dissocie pas les deux. Quand on a un problème physique, on va aussi voir du côté psychique. Voilà, si on revient sur le problème relationnel, s'il y a une personne qui vit un problème relationnel et puis qu'en fait elle a mal au genou depuis des années, si la personne a pas cette prise de conscience de comprendre que peut-être que elle est tout le temps stressée parce que justement elle a des problèmes relationnels, même si on traite le côté physique, on va traiter le genou, mais le problème c'est qu'il y a des chances que ça réapparaisse au bout d'un moment. Parce que si la personne elle est pas détendue, elle est toujours stressée, ça risque de réapparaître. Forcément. On va revenir sur un peu l'aspect concret, parce que le shiatsu, certains voient ce que c'est, à quoi ça ressemble, d'autres pas. Donc c'est des points d'acupuncture, Ouais. avec les pressions des doigts, mais il n'y a pas que ça, il y a pas mal d'autres choses en fait. Oui, il y a plusieurs choses. Alors, déjà, comme ça reprend la médecine traditionnelle chinoise, effectivement, on parle beaucoup aussi de méridiens. En fait, c'est là où circule l'énergie. Les méridiens, on va dire que c'est un aspect plus subtil des vaisseaux sanguins. Et donc, c'est quelque chose, c'est vrai que c'est pas facile de comprendre parce que c'est pas quelque chose qu'on peut voir physiquement. C'est plutôt, c'est quelque chose de subtil, c'est énergétique. Mais qu'on peut ressentir quand même. Mais qu'on peut quand même ressentir au niveau des mains, effectivement. Et donc, c'est des trajets, c'est des couloirs énergétiques, et c'est là qu'on retrouve ces fameux points d'acupuncture. Donc effectivement, ces points d'acupuncture vont être en relation avec des organes, des viscères, des systèmes du corps. Et c'est là qu'on va pouvoir, par rapport à ce qu'on a pu trouver au niveau de l'entretien, au niveau de la prise des pouls, au niveau de la palpation des points, qu'il y a un déséquilibre, il y a quelque chose qui est en train de se manifester au niveau du corps. Donc nous, on va aller travailler sur ces fameux points d'acupuncture. Mais en même temps, il y a plein d'autres choses. On a aussi des techniques ostéo-articulaires, ce qui va permettre aussi d'aller débloquer des choses au niveau, justement, au niveau physique. Alors bien sûr, on n'est pas des ostéopathes, mais on a des techniques, des étirements, techniques d'étirement, etc., pour aller justement débloquer des zones. Parce qu'il y a des fois, bien sûr qu'il y a le côté psychique qui rentre en compte, mais des fois, ça s'est tellement inscrit au niveau du corps qu'on a besoin aussi d'aller dans la matière, d'aller en profondeur dans le corps. Et c'est par des fois des techniques d'étirement qu'on peut débloquer certaines choses. Est-ce que le shiatsu peut révéler des choses liées au transgénérationnel, les mémoires familiales, les douleurs qui se transmettent de génération en génération? On parlait beaucoup des problèmes psychologiques par rapport à l'éducation, par rapport à ce qu'on a pu apprendre dans notre vie, souvent le psychisme se forme dans l'enfance, mais on peut porter aussi plein de mémoires transgénérationnelles. C'est-à-dire que, à un moment donné, dans notre famille, il y a eu un traumatisme qui n'a jamais été exprimé et qui continue à se perpétuer de génération en génération. C'est-à-dire que, admettons, ma grand-mère avait un gros problème, ça lui a généré des problèmes de dos. Mon père avait des problèmes de dos sans comprendre pourquoi. Exactement. Moi, j'avais des problèmes de dos. Parce qu'en fait, on fonctionne forcément de la même manière, plus ou moins. Du coup, je vais avoir un problème de dos et je ne vais pas savoir d'où ça vient. C'est un peu ça l'idée ? Ouais, exactement. Et c'est pour ça que justement, au niveau génétique, on n'est pas fait pareil. Des fois, on arrive, il y a des personnes qui, oui, effectivement, qui vont avoir plus de problèmes de dos ou qui vont être plus fatiguées dans telle ou telle situation parce que, en fait, on est déjà porteur de plein de choses qui font que quand on arrive dans ce monde, on a déjà on va dire des faiblesses et des forces. Une petite valise. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est exactement ça. D'arriver, le cadeau d'arrivée. C'est ça. Et donc du coup, on se porte tout ça, même si c'est pas nous qui l'avons vécu, et pourtant on le porte en nous.
Donc du coup, le shiatsu peut agir là-dessus. Et moi, je travaille beaucoup en médecine chinoise antique parce que dans ma formation, j'ai travaillé aussi la médecine chinoise antique qui, en fait, au départ, c'est un acupuncteur lyonnais qui s'appelle Alain Mestralet qui travaille Grand comme monsieur ça. de l'acupuncture. Voilà. Oui, qui est très, très super connu sur Lyon. Et il a formé Ludovic, qui m'a formé en shiatsu. Donc, Ludovic, il utilise aussi cette pratique dans sa formation. Et donc, c'est beaucoup justement, c'est une façon très particulière d'aller travailler les points d'acupuncture. Là, on va vraiment travailler sur le côté symbolique. Donc, du coup, on va plutôt être du côté du psychisme. Et ça va permettre d'aller travailler justement sur ces mémoires qui sont plus anciennes et sur ces mémoires familiales et transgénérationnelles. Donc c'est très intéressant, mais des fois, il y a des choses qui peuvent se libérer après quelques séances de shiatsu en travaillant vraiment sur ces mémoires. Même si en plus on n'en est pas forcément conscient en fait de toutes ces mémoires. Mais pas courant parfois. Ouais. Il s'est passé quand même pas mal de choses. Mais c'est pour ça que c'est intéressant de travailler sur le corps, parce qu'on n'est pas obligé de comprendre tout ce qui s'est passé forcément. Non, on l'écoute. On peut l'écouter. Voilà, le shiatsu, exactement. on peut l'écouter. C'est plutôt être dans une écoute de ce qui se passe que d'essayer de comprendre intellectuellement ce qui s'est passé. Parce que justement, si on en revient sur la psychologie, c'est super intéressant, mais si on ne l'a pas intégré au niveau du corps, on aura peut-être compris tout son passé et sans forcément que c'est un impact et que ça libère forcément des choses. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Dans le shiatsu, l'un ne va pas sans l'autre. Ouais. Mais par contre, ce qui est super intéressant, c'est que des personnes qui font une thérapie et qui viennent en shiatsu, souvent, il y a des choses qui se passent parce que c'est très, très complémentaire, en fait. Parce que là, on est justement sur les deux aspects, sur le corps et sur l'esprit. Et des fois, il y a des choses qui peuvent se mettre en place et se libérer plus facilement en travaillant sur ces deux aspects-là. Avec le temps, la pratique, tu t'es armé de différents outils complémentaires. Ouais. Tu nous en parles, notamment la Dream Machine. Tu nous en parles ? Oui, alors la Dream Machine, alors au tout départ, moi j'avais un copain qui utilisait, la Dream Machine en fait c'est une lumière qui va envoyer des scintillements lumineux. Et j'avais un copain qui avait déjà cet outil-là, mais qui était très coûteux. Et moi, j'avais fait une expérience de cette lumière-là. Et j'avais vraiment trouvé ça impressionnant, quoi. Enfin, voilà, en fait, on rentre dans des états méditatifs assez profonds. Ah oui ? Ouais. Donc, du coup, j'avais laissé ça de côté parce que le côté financier n'était pas là. Ouais, donc, maintenant, c'est plus accessible. Et du coup, il y a deux hypnothérapeutes, Kevin Finel qui a monté une école sur Paris qui forme et tout ça. Et ils ont monté ça avec Brice Batung, ce qu'ils appellent la Dream Machine, qui était déjà un concept qui était utilisé dans les années 50. Mais au départ, on n'avait pas toute la technologie. Donc, en fait, la personne avait fait une Dream Machine en utilisant un tourne-disque. Il avait mis un abat-jour et il faisait tourner ça très rapidement avec une lampe à l'intérieur. Et donc, ça faisait des scintillements lumineux. Et il s'était rendu compte que justement, les personnes se sentaient beaucoup plus apaisées, avaient plus de créativité. Et d'ailleurs, il y a même des artistes qui s'en sont servis, comme Kurt Cobain, Iggy Pop, qui s'en servaient pour créer leurs morceaux. En fait, ils se mettaient devant la Dream Machine et ils créaient leurs morceaux grâce à la Dream Machine, parce que ça leur permettait d'avoir plus de créativité. Et donc, par contre, le truc, c'est que la Dream Machine, au départ, elle avait qu'une fréquence, en fait. C'est-à-dire que ça scintillait toujours sur les mêmes fréquences. Alors que maintenant, c'est carrément des LED. Et en fait, c'est des programmes qui sont utilisés et les lampes, elles vont scintiller sur plein de fréquences différentes. Par rapport à ta fréquence cardiaque, non ? Il y a un truc comme ça ? Alors, pas du tout. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis. J'ai peut-être réfléchi. Mais alors, en fait, le principe, voilà comment ça fonctionne. Au niveau scientifique, on a étudié pas mal de choses au niveau du cerveau, au niveau des neurosciences. Donc, on sait que quand on est dans des états de relaxation profonde, on sait qu'au niveau du courant électrique, entre deux neurones, ils ne vont pas aller à la même vitesse.
Et on appelle ça des fréquences. Et ils ont appelé ça des ondes alpha, des ondes bêta, des ondes gamma. C'est ça les ondes alpha? On dit que quand on est dans le sommeil, les ondes alpha, c'est en lien? Exactement. Quand on est dans le sommeil, on est dans une certaine phase. Et justement, le courant électrique entre deux neurones va aller une certaine fréquence. Et c'est ça qu'on appelle justement ces ondes alpha, bêta, gamma, etc. Ouais. Et donc la Dream Machine, elle va scintiller sur ces fréquences-là. Et le cerveau va se synchroniser sur la lumière, en fait. C'est fou. Ouais. Et c'est vraiment pareil, il y a des études qui ont été faites sur la lumière, que la lumière pouvait influencer le cerveau. Donc du coup, le cerveau va se mettre dans ces ondes alpha, bêta, dans ces états, ce qu'on appelle les états modifiés de conscience, et on va rentrer dans des états d'hypnose, dans des états méditatifs, en fait. Et donc, on va pouvoir travailler sur plein de choses. La première des choses, ça va être la relaxation, le stress, etc. Mais on va pouvoir aussi, justement, agir sur le sommeil. Parce qu'il y a des fréquences. Maintenant, ils savent sur quelle fréquence on est quand on est dans le sommeil profond. Parce que le sommeil le plus récupérateur, on sait que c'est je sais plus, 2 ou 3 heures, je crois, de sommeil profond dans la nuit. Et si, justement, si ce sommeil profond, il est pas assez récupérateur, c'est là qu'on va se réveiller fatigué, etc. Alors moi, j'ai un peu peur de ta Dream Machine. Je vais peut-être la tester quand même, mais j'ai un peu peur parce que j'ai peur de lâcher prise. Est-ce que les gens, parfois, ont peur de ça? Est-ce que ça peut être un blocage? Alors oui, bien sûr, ça peut être un blocage parce qu'ils se disent, en fait, c'est quelque chose qui va agir sur mon cerveau. Parce que je raconte n'importe quoi. Mais c'est ça la crainte qu'on peut avoir. Oui, mais complètement. Alors, déjà, c'est quelque chose qui va se faire naturellement. Parce que effectivement, la lumière va induire le cerveau, mais c'est comme si c'était quelque chose qui se faisait naturellement. C'est comme si on rentrait dans un état méditatif. En fait, on pourrait très bien le faire par soi-même. Sauf que le seul truc, c'est que quand on le fait par soi-même, il faudrait des fois des années d'expérience pour pouvoir atteindre ces états méditatifs. Est-ce que d'abord, il y a des contre-indications ? Peut-être. Alors oui, les seules contre-indications, c'est par rapport à l'épilepsie, tout ce qui est problème neurologique en fait. Parce que forcément, c'est des scintillements lumineux, donc ça peut créer des crises d'épilepsie. Donc on ne prend pas le risque dans ces cas-là ? Oui, non, faut pas du tout prendre de risque, c'est même fortement déconseillé. Donc dans ces cas-là, si on n'est pas sûr, il faut avoir un avis médical en fait. Alors si on ne sait pas ? En principe, quelqu'un qui est épileptique, ça va plutôt se déclencher en tant qu'adulte. Par contre, c'est vrai que des enfants ne vont pas forcément déclencher des crises d'épilepsie. C'est pour ça qu'on déconseille totalement pour les enfants. À peu près vers 18-20 ans, on peut commencer à faire de la Dream Machine. Mais vraiment, de toute façon, quand on n'est vraiment pas sûr et qu'on doute de quelque chose, vaut mieux on va faire les manipulations, ce sera très bien. Ouais, voilà. De toute façon, il y a le shiatsu, il y a plein d'autres outils qui sont hyper intéressants et qui peuvent mieux convenir pour telle ou telle personne. Ouais. Alors, à propos d'autres outils, tu as aussi la biorésonance. Oui, alors la biorésonance, c'est basé sur la physique quantique. Attention. Waouh. Mais c'est quelque chose au départ peut-être d'assez complexe, mais finalement d'assez simple dans le fonctionnement. C'est un appareil qui va pouvoir détecter déjà les déséquilibres énergétiques. Un peu comme moi je fais en shiatsu. En fait, il y a un ordinateur avec un petit boîtier. La personne va porter un casque et l'appareil va faire un scan de tous les organes et des systèmes du corps. Wow. Et donc, au niveau énergétique, on est vraiment sur le côté énergétique, on n'est pas du tout sur le côté physique. Mais si l'appareil commence à constater un déséquilibre au niveau énergétique, il va le repérer. Alors, il y a des petits symboles qui vont dire ça c'est plus ou moins déséquilibré, etc. Et après, l'appareil va pouvoir rééquilibrer en envoyant une fréquence. En fait, ils ont constaté qu'un organe sain vibrait sur telle ou telle fréquence. Et l'appareil, lui, va renvoyer cette fréquence plutôt saine de l'organe, et l'organe, lui, va se rééquilibrer par lui-même, tout simplement.
Donc ça fait résonner des organes ou ça détecte la résonance naturelle de l'organe? Ou alors j'ai rien compris? Non, alors au départ, ça va détecter, si on imagine qu'un organe il devrait vibrer pour qu'il soit sain, qu'il devrait vibrer sur une telle fréquence. Il va faire la comparaison avec la fréquence dans laquelle l'organe est en train de vibrer, quelque part. Et l'appareil va dire, ben non, là, il y a un déséquilibre assez important entre ce qui devrait vibrer et ce qui est en train de vibrer. Donc à ce moment-là, on va pouvoir rééquilibrer avec des fréquences pour que l'organe se remette sur la fréquence normale, en fait, d'un organe sain. Je vais devoir tester. Hein. Ben voilà, de toute façon, tu testeras tout. Et toi, est-ce que tu formes? Alors ça y est, je me mets à former depuis pas longtemps. Donc là, j'ai monté un premier module que je vais faire au mois de novembre. Donc là, je vais former en huile essentielle parce que j'ai pas expliqué, mais j'ai aussi été formé en huile essentielle. Donc j'ai été formé au Cressec, là où j'ai fait ma formation Shiatsu, parce qu'il y a un module huile essentielle. C'est à Lyon? Et ouais, c'est sur Lyon, ouais. Et puis j'ai continué aussi à me former avec la Fédération française d'aromathérapie. Et donc, voilà, avec tous ces outils-là, je me dis, ça fait quand même un moment que j'utilise tout ça. Et la formation, ça fait un moment que ça me parle, que ça me... Ouais. Je me dis, ben voilà, un jour, j'aimerais bien former. Et ça y est, donc je me suis mis, j'ai fait 3 modules d'huile essentielle. Donc le premier module, donc, il sera au mois de novembre. Donc ça sera vraiment là ouvert à tous. Ça sera la compréhension des huiles essentielles, parce que les huiles essentielles, souvent, il y a des gens qui les utilisent, mais il faut comprendre que les huiles essentielles, c'est quand même très concentré, donc il ne faut pas faire n'importe quoi avec. C'est pas parce que des fois, les gens ils pensent que parce que c'est naturel, c'est pas dangereux. Oui. Mais il y a quand même des choses à faire et à ne pas faire. Voilà, il y a des indications et des contre-indications quand même avec les huiles. Donc là, je vais vraiment faire un module pour que les personnes puissent utiliser les huiles essentielles en toute sécurité. D'accord. Donc comprendre toutes les molécules qu'il y a dans une huile essentielle, comprendre les molécules qui peuvent être dangereuses dans certaines situations, si on les utilise mal, etc. Comprendre comment les huiles essentielles vont agir sur telle ou telle pathologie. Essayer aussi de faire des synergies pour avoir un mélange d'huile essentielle, parce que en fait, on peut mélanger les huiles essentielles avec de l'huile végétale et ça va permettre de mieux cibler en fait une problématique. Par exemple, si on a des problèmes, si on a juste un rhume, par exemple, ça va plutôt des fois être au niveau des bactéries, au niveau d'un virus. Il y en a qui vont plus agir au niveau viral, plutôt bactérien. Donc on va mélanger toutes ces huiles essentielles, comme ça elles vont avoir un spectre plus large et pouvoir agir sur plusieurs choses en même temps. Okay. Voilà, donc ça c'est le premier module. Le deuxième module, là, ça va être un peu plus pour les thérapeutes, pour les personnes qui sont dans la santé, par exemple les pharmaciens ou les préparateurs en pharmacie, qui peuvent conseiller certaines huiles essentielles. Donc par exemple, on va rentrer dans ce qu'on appelle l'anamnèse. L'anamnèse, c'est un peu comme moi quand je pratique le shiatsu, que je fais l'entretien. On va essayer vraiment d'adapter au plus juste les huiles essentielles par rapport à la personne. Voilà, donc ça c'est le deuxième module. Et le troisième module, on va travailler plutôt sur le côté justement psychologique de l'huile essentielle. Parce que les huiles essentielles, elles ont aussi cet aspect psychique. Donc on va travailler sur ce qu'on appelle l'olfactothérapie. Donc l'olfactothérapie, c'est l'odeur des huiles essentielles. Donc on ne va pas du tout utiliser les huiles essentielles au niveau de la peau, on va plutôt l'utiliser au niveau des odeurs. Et pareil, on sait que les odeurs, ça va avoir aussi un impact sur le cerveau. Quand on est, par exemple, quand on est gamin, il y a des odeurs qui nous parlent, et quand on est adulte, des fois, rien que de respirer une certaine odeur, ça va nous rappeler... la mémoire olfactive est très puissante. Exactement, ouais. Donc ça permet aussi d'aller travailler sur des fois des mémoires, même des gens qui auraient perdu des passages de leur vie qu'ils auraient oubliés. Oui. Ça peut les ramener à ces passages-là, et puis peut-être les aider aussi sur l'aspect psychique à mieux appréhender certaines émotions, etc.
Les huiles essentielles, on découvre des nouvelles choses un peu au quotidien. Ouais. Faut aussi se Maintenant, mettre à jour. ce qui est intéressant, c'est que vraiment au niveau scientifique, il y a des choses, par exemple, Pierre Francôme, qui a été un des pionniers à amener les huiles essentielles en Occident, surtout en France notamment. Même, par exemple, le Ravinsara, qui est une huile essentielle assez connue, eh ben, c'est lui qui l'a fait distiller. Elle n'existait pas en distillation. Donc c'est vraiment lui qui l'a fait en huile essentielle. Et donc Pierre Francôme, lui, il a un laboratoire où il étudie au niveau scientifique les huiles essentielles. Telle ou telle molécule, elles vont agir sur telle chose. On parlait par exemple des virus et tout ça. Peut-être qu'il y a certaines molécules qui vont agir mieux sur certains virus que sur d'autres ou certaines bactéries. Donc on comprend de mieux en mieux sur ce quoi l'huile essentielle va agir. Donc oui, en fait, alors moi je vais faire ces trois modules. J'essaye bien sûr de renouveler les modules, mais après c'est aussi aux personnes d'aller par les mêmes aussi d'aller chercher des nouvelles choses. Moi je me mets tout. J'ai eu mes formations, mais quotidiennement, je me mets au goût du jour en allant voir des vidéos sur Internet, en me renseignant avec des livres. Parce que oui, effectivement, ça évolue tout le temps, en fait. Vous échangez aussi avec des praticiens, non? Il y a un réseau de gens? Ouais, ça peut arriver d'échanger, ouais. Voilà, alors des fois, c'est des personnes que je vois pas forcément tout le temps, mais des fois, on peut échanger sur certaines choses et ça peut amener une compréhension des choses qui sont intéressantes parce que c'est comme tout, il y a des fois on pensait que certaines huiles essentielles étaient bien pour telle ou telle chose et puis finalement, avec le recul et justement avec l'aspect scientifique, on se rend compte qu'elles n'étaient pas forcément adaptées. La science, c'est remettre en cause tous les jours. Par exemple, dernièrement, Pierre Francôme, il explique que c'est l'eucalyptus radié, on pensait que ça agissait que sur les voies hautes et pas sur les voies basses, et en fait il explique que si, ça agit sur les deux aspects. Donc voilà, ça c'est effectivement, c'est aussi aux personnes, en fait la formation, c'est bien sûr on se forme sur l'instant, mais une formation c'est au quotidien en fait. Bien sûr. Tu organises une demi-journée de découverte de la Dream Machine. Oui, alors comme... À l'Arte, ouais, exactement, sur Trévoux. La date sera à définir, hein, ça va être précisé. Oui, alors faudra... les réseaux sociaux. Ce que je ferai, c'est que je mettrai en écrit ou en lien la date et vous aurez toutes les infos. Mais effectivement, comme la Dream Machine, c'est pas encore un outil qui est très, très connu. Et ça peut faire peur aussi. Oui, ça peut faire peur. Donc là, au moins, les gens vont pouvoir tester par eux-mêmes. Et voir les réactions sur les autres qui viennent de le faire. Exactement. Et puis, ça sera des petites sessions. Comme ça, les gens, ça va durer 5 voire 10 minutes si des gens veulent aller un peu plus loin. Mais ça sera des séances assez courtes et du coup les gens vont pouvoir tester puis voir que déjà en 5-10 minutes voir déjà ce qui peut se passer. Moi ce que je constate souvent c'est de voir les gens au niveau du visage, mais c'est vraiment un aspect découverte et du coup les gens vont pouvoir déjà se rendre compte en 5-10 minutes ce qui peut se passer. Souvent, on constate que les gens, rien qu'en sortant de la séance, ils sont plus détendus sur leur visage, ça se voit tout de suite. Ils ont un grand sourire, ils ont les yeux qui pétillent. Donc voilà, ça c'est intéressant de voir un peu ce qui peut se passer chez la personne et ce qu'elle peut ressentir directement. Ouais, et puis échanger avec les gens qui sont là. Certains auront ressenti des choses, exactement. d'autres choses. C'est évidemment très personnel comme ressenti. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir échanger avec les personnes, qu'elles puissent échanger aussi avec moi, comment aussi je travaille et comment je peux utiliser la Dream Machine dans ma pratique du shiatsu. Oui. Et ce sera aussi l'occasion de découvrir un restaurant délicieux, fait maison, souvent bio, et une excellente cuisinière, rue du Port à l'Arte. Ouais, c'est top, Eh ben, merci pour cet entretien, on a appris tellement de choses. Ouais, merci à toi. À très bientôt. À bientôt.